On a voulu, pour démarrer cet après-midi, donner la parole à Lumines. Alors, je vais présenter mon intervenant dans quelques instants. Pourquoi? Parce que Lumines, c'est une ancienne société. Vous la connaissez peut-être sous son ancien nom, qui est Jouve. Je crois qu'il y a plus de 100 ans d'existence. 120. 120 même, plus de 120 ans. Donc, l'automatisation, a priori, vous avez une certaine expérience. On ne parlait pas encore, il y a 120 ans, d'IA, probablement. Mais bon, on parlait certainement déjà d'automatisation. Vous êtes donc un spécialiste de l'automatisation des processus. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est comment cette automatisation est adressée d'une part par un acteur comme Lumines, et d'autre part, vous l'avez noté dans l'intitulé du débat, de l'interview, on parle d'augmentation de la complexité. Donc, ce qui va m'intéresser aussi, c'est de comprendre comment cette complexité évolue, en fait, dans quelle direction. Est-ce que c'est, par exemple, la complexité lié au simple effet de volume, effet d'échelle, effet d'accumulation de données? Est-ce que c'est une complexité qui est liée à la nature même de ces données, au fait qu'elles sont de moins en moins structurées, etc. Est-ce que c'est la complexité métier? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Voilà, ce sont des choses dont on va parler. Alors, donc Étienne Valzoleretto, vous êtes directeur Product Management et Marketing chez Lumines. Alors, donc Lumines, vous l'avez rappelé, plus de 120 ans, spécialiste de l'automatisation et de l'externalisation de processus. La première question que je vais vous poser, c'est comment aujourd'hui Lumines adresse le vaste sujet de l'automatisation qui peut prendre plusieurs formes. On a parlé d'IA ce matin, mais il y a plein d'autres formes aussi. Quels sont les grands déterminants aujourd'hui de votre proposition de valeur? Ouais, donc on voit quelques chiffres, effectivement, notamment chiffres sur le nombre d'acteurs bancaires qu'on accompagne. On accompagne également dans le monde de l'assurance et de la mutuelle santé, je reviendrai, sur la technologie. On est une entreprise de services numériques vraiment axée sur comment la technologie va permettre d'améliorer l'efficacité des processus. Donc notre engagement, c'est d'apporter de l'efficacité opérationnelle par la technologie. Donc, on est le moteur d'un certain nombre de processus déjà. Donc, l'entrée en relation, on motorise le traitement de données, la digitalisation de frais de remboursement de soins de santé. Donc, on est le moteur finalement derrière pas mal de projets, beaucoup de projets d'automatisation. Donc, il y a le côté moteur technologique et également, on va dire, on est aussi utilisateur de nos solutions. Donc, on est connu sur le monde de l'externalisation. Donc, un certain nombre d'acteurs de la place externalisent leur processus chez nous. Donc, on est également sur ce côté de l'externalisation de back-office. Et on va voir que la technologie, on a beaucoup parlé de la technologie ce matin, beaucoup sur le front, sur les parcours, sur comment le client final, lui, le perçoit ou il ne le perçoit pas. Je pense qu'il y a des sujets également sur le back et l'automatisation des processus. On est vraiment sur cette automatisation de back. Alors, vous avez effectivement cette terminologie de Intelligent Document Processing qui est un peu au cœur finalement de ce que vous proposez. On voit ici sur ce slide qu'il y a plusieurs couches en fait. Alors, il y a celle qui est peut-être traditionnelle et qui est peut-être la plus simple à comprendre, qui est la reconnaissance de caractère, l'OCR. Et puis il y a d'autres choses et on va de plus en plus vers l'innovation. L'intelligent document processing, c'est une terminologie qui a son pendant en français aussi, qui apparaît. Alors, on a beaucoup parlé de solutions de RAD, LAD en français, reconnaissance automatique, lecture de documents. On est vraiment là-dessus, avec finalement des évolutions assez fréquentes, et notamment des révolutions technologiques. Donc, oui, l'IA générative, elle révolutionne va révolutionner nos vies probablement, vos métiers, on ne se pose pas de questions, révolutionne beaucoup les nôtres aussi, et puis on a la chance d'avoir une activité sur ces technologies qui évoluent très vite, qui rendent finalement nos processus de plus en plus intelligents. OCR, ça fait appel à finalement les premières digitalisations. C'était de l'IA, de toute façon, pour reconnaître un caractère, on avait de l'IA. Le machine learning, des processus d'IA sur le texte ou sur l'image de plus en plus complexes. Et puis là, les génératives IA. Pour moi, il n'y a pas trop de... Enfin,
y a des ruptures technologiques. Une continuité, vous voulez dire une sorte de c'est une continuité. évolution, c'est une continuité. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Generative AI ce matin, on aurait parlé de l'intelligence artificielle avec, effectivement, on doit faire attention, on doit tester les choses. Bon, on remet une couche avec le Generative AI, mais on est vraiment sur un mécanisme qui n'est pas prêt de s'arrêter. En fait, je pense que ne va pas se stabiliser tout de suite. Donc on est sur un certain nombre d'évolutions technologiques qui facilitent l'automatisation des processus, c'est ça finalement. Donc quelque part, ça simplifie plutôt que ça complexifie. Alors, ça simplifie. Déjà, il faut faire le choix des technos, les bonnes technos, etc. Peut-être que vous pouvez passer le slide d'après. Je pense qu'il n'y a pas la bonne solution, on va dire, largement. Ça marche que dans la médecine. Mais ici, on voit que finalement, voir, lire, comprendre, c'est un peu comme ça que fonctionne un cerveau humain pour, par exemple, reconnaître un document, l'extraire. On va retrouver un petit peu pareil en fait, quand on va chercher la bonne technologie pour le bon processus et la bonne automatisation à extraire les documents. Et on voit que si on enlève un des pans, d'ailleurs, on perd beaucoup en efficacité. Donc, si je prends l'IA générative, aujourd'hui, donc, on a comme... a priori, beaucoup d'entre vous, notre propre petit hub, gros hub pour tester toutes ces technologies. Donc nous, on travaille avec 14 aujourd'hui. Enfin, c'est 14 qui sont disponibles aujourd'hui. Il y a différents formats, il y en a qui sont open source, pas d'autres, etc. Il y en a plein d'autres à venir. On voit que le côté... dans cette générative AI, GPT, c'est des modèles qui sont pré-entraînés, donc qui sont très larges, ils sont prêts à répondre à plein de questions, et on ne sait pas quelles questions on va poser. Un intervenant le rappelait ce matin. Donc, il n'est pas forcément bon pour aller extraire une donnée précise. Si je prends... Et il est très puissant, il est très impressionnant au niveau d'utilisateur final. Enfin, ceux qui l'ont utilisé, on voit que c'est très puissant, et en même temps, c'est vachement bien pour accompagner un gestionnaire, accompagner un humain finalement à l'aider à résumer des choses. C'est presque des soft skills. Et il est capable sur les hard skills, vraiment aller savoir si c'était telle ou telle valeur. Alors, nous, on a fait le test avec plein de choses, avec plein de documents. On a testé énormément de volume. On a la chance d'avoir beaucoup de volume. On le fait dans un cadre tout à fait éthique, je le rappellerai à la fin. Tester 14 moteurs, etc. Bon, en fait, on est à des taux d'efficacité comme ça, sans réentraînement, de 60% en gros sur... donc c'est pas beaucoup mieux qu'un pile ou face en fait. Okay. Pourquoi ? C'est comme si quand vous faites une recherche Google, vous prenez toujours que le premier résultat, vous n'avez peut-être pas toujours la bonne réponse. En fait, la subtilité elle va se cacher ailleurs. Donc la générative AI, pour dire qu'elle a son importance, oui, elle est très importante, même dans les processus de back-office. Donc ça va nous permettre d'aller chercher. Voilà, donc concrètement, à quoi ça s'applique aujourd'hui de manière... Vous parlez de bénéfices, d'évaluation de bénéfices, c'est ça qui va nous intéresser aussi évidemment. On a bien compris qu'il faut agencer finalement un certain nombre de technologies, qu'il n'y a pas une technologie miracle, y compris l'IA générative, c'est une combinaison de pas mal de choses. C'est presque un nouveau système d'information, c'est ce qui était un peu évoqué aussi ce matin. Pour quels grands usages ? Donc vous en évoquez certains ici, mais je vais vous écouter un peu là-dessus. Ouais, on a parlé ce matin de différents processus. Il y en a qui sont d'ailleurs dans les besoins, dans les demandes dans le monde assurantiel. Il y a beaucoup le côté un peu self-care. On a parlé du self-care, on a parlé du zéro papier. Donc, il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui pour gérer ça. Et pas mal de néo-assureurs en ont fait leur brique de base finalement. C'est leur socle. Donc nous, voilà, ces technologies, on les maîtrise. On est une insurtech finalement sans la couche assurantielle, sans la couche client. On est la couche technique d'une surtech. Donc, on travaille sur des systèmes de processus de souscription. Donc là, on parle de documents relativement bien normés, des pièces d'identité, justificatifs de domicile. On connaît le set documentaire. On est capable d'avoir des taux d'automatisme très, très forts, très, très hauts et sont devenus un peu même s'ils ont leur
complexité parfois. Le dernier pourcent est toujours compliqué à atteindre. C'est extrêmement bien maîtrisé aujourd'hui par pas mal de technos. Notre solution Data Capture, par exemple, Lumines, elle traite en standard tous les documents liés à une souscription, même sur des éventails d'un catalogue assez large. Ça peut être des relevés d'informations. On parlait ce matin dans le monde automobile. Ça peut être des cartes de mutuelle ou de sécu pour faire de la préadmission, pour voilà, un peu de la carte grise pour le monde de l'automobile. Donc là, une couverture assez large. Tout ce qui est fait de système voilà. On est dans des processus qu'on va un peu assez simples à gérer et à automatiser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas réussis d'automatisation dans ce monde-là. Après, les autres, les sinistres, la gestion client, il y a énormément de choses qui existent. Alors, on est plutôt sur des combinaisons finalement de workflow et d'automatisation, et notamment sur des sujets, on peut détailler les sujets de conformité, parce que c'est un des thèmes aussi Oui. de la séance. C'est de se dire, en fait, j'ai des imbrications de typologies de documents relativement complexes, et ça peut être le cas finalement de sujets sur le traitement des données d'entreprise. Donc, on travaille aujourd'hui sur des processus standards de KYC, donc de conformité donc dans le monde. Donc ça, voilà, KYC, c'est quelque chose qui est bien connu dans les services financiers, etc. Quelque chose peut-être qui est un peu moins, où il y a un peu moins d'offres, j'ai l'impression, c'est ce que vous appelez le KYB, donc le volet entreprise finalement, connaître son business. Donc c'est fort finalement de réussite d'automatisation sur des parcours où les documents sont relativement normés, où les règles sont relativement connues et presque linéaires, on va dire, même si ça reste des projets complexes. Vous allez contacter des gens qui n'ont rien... là, dans le cas de KYC, on a géré beaucoup de projets de remédiation. C'est-à-dire comment je mets à jour ma base client. Le client, il n'est pas demandeur, là. Il n'est pas en train d'essayer d'obtenir une assurance ou quoi que ce soit, donc il faut aller le chercher. Donc il y a ces complexités-là. Donc ça marche bien avec nos solutions de workflow, finalement, d'aller automatiser tout du contact jusqu'au dépôt. Et forte cette réussite finalement sur le KYC, on s'attaque à des processus grâce à la technologie, grâce à l'IA et en partie l'IA générative, des processus qui sont beaucoup moins linéaires, où finalement vont prendre en compte plein de paramètres différents. Donc et avec des documents qui sont eux plus du tout normés. Donc on va être sur du texte au kilomètre, des grands documents Word. Donc qu'est-ce qui ressemble plus à un document Word qu'à un autre document Word? Donc rentrer dans le contenu, donc là la générative AI, elle a du sens. C'est l'aspect comprendre que vous évoquiez. Autant sur la pièce d'identité, elle n'a pas de sens et elle est plutôt mauvaise d'ailleurs à aller choper les bonnes informations, elle va se tromper une fois sur deux. Par contre, sur aller résumer, consolider un tas de données pour finalement pouvoir traiter et proposer potentiellement à un gestionnaire qui est responsable de la conformité tous ces résultats-là, on a des gains d'efficacité qui sont assez grands. Après, donc, dans le monde de la personne physique, on a des processus de KYC qui peuvent prendre entre 15-30 minutes, voilà, mis bout à bout, tous ces morceaux-là. Dans le monde de l'entreprise, ça peut aller beaucoup plus loin. Ouais. On est plutôt sur des échelles d'une heure. Donc, il y a beaucoup de gras, finalement, d'efficacité à aller chercher. Et donc, on a des résultats très importants, très intéressants sur ce gain d'efficacité, qui est un gain de temps donc, pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est une offre, cette plateforme, qui est commercialisée aujourd'hui ou qui est à venir? Donc, la plateforme KYC, personne physique, elle existe, elle est commercialisée. On voit un certain nombre de dossiers et du coup, on peut calculer le nombre d'heures économisées derrière, qui est assez important. Sur la personne morale, on est en lancement, donc c'est nouveau. Donc, on est en mode de POC avec certains acteurs. On voit qu'il y a des forts besoins pour vraiment améliorer la qualité, avoir la bonne traçabilité et la digitalisation de ce processus. Au-delà du gain d'efficacité économique qu'il peut avoir, c'est aussi un gain en qualité, c'est aussi un gain c'est plus facile à un algorithme
de déployer, de faire toujours le même processus que le faire par un humain. Donc on a des taux de qualité qui sont beaucoup plus homogènes. La traçabilité, elle est importante. Et on sait que sur ce domaine-là, la traçabilité, la preuve de l'effort, la trace, elle est importante. Donc c'est compliqué de le faire d'ailleurs sans plateforme digitale. Alors, il y a un sujet que vous avez d'ailleurs évoqué un tout petit peu tout à l'heure, qui a été beaucoup évoqué aussi ce matin, mais sur lequel il faut revenir, c'est qui vous tient à cœur visiblement, Étienne, c'est ce que vous appelez la data éthique. Alors, c'est vrai que se posent énormément de questions sur la manipulation de toutes ces données qui sont, comme vous l'avez rappelé, très peu structurées, donc qui contiennent beaucoup d'informations. Vous avez créé donc ce que vous appelez un référentiel de confiance. Ça se présente comment? Ça fonctionne comment? Ouais, alors, déjà, il y a un QR code, je ne sais pas s'il marche, mais vous pouvez le télécharger. Il est très éthique, hein. Il n'y a pas de formulaire de téléchargement. On ne sait pas qui vous êtes. Vous pouvez venir chercher la donnée directement. C'est un PDF. Alors, ce PDF, il y a quoi? Ce PDF, c'est un constat dont c'est fait. Puis, nous, on traite un quart des données personnelles des Français. Donc, on se doit finalement aussi d'avoir des processus qui protègent les usagers, nous tous. Donc, la data éthique, c'est un peu finalement le concept de la donnée, tout ce parcours de la donnée. Donc la donnée, je la collecte, je la communique, je la traite, je la valorise jusqu'à je la détruis. Donc, donc sur cette chaîne de valeur de la donnée, on doit se poser toujours des questions sur réglementaire. Donc le RGPD, tout le monde le connaît, sur la donnée, il est connu. Il y a des facteurs humains, environnementaux et de souveraineté qui sont finalement d'autres concepts, d'autres piliers qui sont aujourd'hui, tout ça est côte à côte et c'est assez compliqué d'ailleurs à se dire quand je fais ça, est-ce que mon empreinte environnementale elle est bonne, à demander à conserver ces pièces-là. Réglementairement, il faut que je le fasse. Mais, bon, okay. Donc c'est une approche un petit peu donc, sur ces 4 volets-là, réglementaire, humain, environnemental. Et souvent, on s'applique sur tous nos projets, sur tous nos produits. Surtout qu'on est un acteur souverain, alors ici en France, un acteur français. Et donc ça donnait lieu à un travail avec toutes nos équipes, notamment juridiques, commerciales, enfin tous les volets de l'entreprise, et RSSI exactement, sur ce référentiel où c'est un peu une checklist bien pensée à tous ces 100 projets. Donc là, elle est disponible, vous pouvez l'utiliser sur vos propres projets data. On est preneur d'ailleurs de vos retours, de vos améliorations éventuellement. Je serais content de les entendre. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Vazoletto. Merci. Merci pour votre attention.